Nouveau numéro de votre opinion sur Canal Kin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces numéros justement qui reçoit pour vous Maître Odia Arlette Kachama, qui est présidente des CEDUC, les collectifs pour le développement et l'unité du Congo. Maître, bonjour. Bonjour. De quoi s'agit-il justement, les CEDUC? CEDUC, c'est une ASBEL, c'est ce qu'on peut dire, une structure de la société civile qui a décidé de lancer un combat noble dans notre pays, notamment celui du respect des textes en vue d'une bonne gouvernance de notre pays. Alors, pour la petite histoire, elle date d'il y a quelque temps, juste après les élections de 2018. Nous avions lu au sein de la société en République démocratique du Congo qu'il y avait ce problème de tribalisme, ce problème de conflit de génération et même de conflit basé sur le genre, où la femme voudrait absolument que l'homme lui cède sa place, même sans effort. Il est question de l'égalité, de la parité, et sur base de cela, il y a eu aussi un malaise dans la vie d'ensemble. Il y a eu l'inimitié entre les acteurs politiques plutôt que de l'adversité. On pouvait facilement voir les acteurs politiques, selon qu'ils appartiennent à un bord comme l'autre, lancer des injures facilement contre les adversaires politiques. Et c'est donc tout. Il n'y avait plus de sportivité finalement. Il n'y avait plus de sportivité et tout cela nous a amené à penser qu'il fallait travailler pour reconstruire l'amour des Congolais. Ce n'est que sur base de cet amour qu'on pouvait espérer un développement quelconque. Mais votre constat, c'était plus sur le terrain politique, c'est ce que vous avez remarqué dans les paysages politiques congolais, et vous créez non pas un parti politique, mais une ASBEL pour réparer ce qui se passe sur le terrain politique. Oui, parce qu'au départ, le combat n'était pas vraiment celui de la politique. On voyait plus la vie d'ensemble, le vivre ensemble entre Congolais. Et c'était celui-là, notre cheval de bataille. Vous voyez même l'intitulé de la structure en question, collectif pour le développement et l'unité du Congo. Et notre travail était celui de travailler sur l'amour des Congolais afin de déboucher sur le développement du Congo. Et c'est chemin faisant qu'on va se rendre compte qu'il y a un sérieux problème des textes qui se posent dans notre pays. Et comme le disait Étienne Tshisekedi, qui pour nous est un modèle, le développement, on ne peut pas l'imaginer en dehors des respects des textes. C'est deux choses liées qui ne peuvent vraiment que vivre ensemble. On peut bien avoir la volonté politique de changer ce pays, mais si on s'en va comme si il s'agissait d'une jungle et que les textes doivent être manipulés ou utilisés selon qu'on veut, selon que ça nous arrange. Quand ça nous arrange pas, on fait fi de cela. Ça pose aussi un sérieux problème de développement. C'est pour cette raison que nous nous sommes lancés aussi en tant qu'une structure de la société civile, bien sûr, mais non un combat politique. Certains pourraient penser que ça se repousse, ou que c'est absurde, oui, ça paraît incompatible. Non, c'est parce qu'on ne sait pas peut-être ce que signifient les structures de la société civile. Ce sont des structures qui peuvent mener des combats, même politiques, mais à la seule différence que ce combat a un but non lucratif. C'est ça la grande nuance. Dans la société civile, on ne vient pas mener un combat politique pour accéder aux fonctions politiques ou aux fonctions publiques. On vient mener un combat pour rappeler aux gouvernants les responsabilités qui sont les leurs par rapport... Mais comment est-ce que vous expliquez ça? Odia Arlette Kachama, nous vous avons reçu sur ces plateaux de votre opinion dernièrement. Oui. Vous aviez une casquette politique. Vous voulez nous dire que vous êtes désengagé totalement de la politique? Totalement. Je me suis désengagé en tant qu'un acteur dans un parti politique, et maintenant je suis acteur dans une structure de la société. Déception? Bon, je ne parlerai pas de déception, mais je pense que la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui me pousse à croire que ce combat serait facilement mené dans la structure de la société civile plutôt que dans la politique. Pourquoi? La raison, elle est simple. Nous sommes dans un État démocratique, oui, et l'État démocratique
suppose des débats démocratiques. Et dans le débat démocratique, il est une question de nombre. Il y a une majorité qui se dégage. La loi de la majorité. Il y a aussi une minorité que l'on doit respecter. Mais nous vivons très souvent dans les circonstances où les minoritaires sont très mal vus, très mal perçus. Souvent, on vous traite d'avoir été corrompu, d'avoir été soudoyé, côtoyé par les adversaires, plutôt que d'opposer des arguments et de laisser la majorité, la voix de la majorité triompher. Ces circonstances qui, à notre avis, n'auraient pas permis à notre combat de bien pouvoir se mener. N'avez-vous pas joué une mauvaise carte au moment où on se partage les gâteaux, au moment où les choses semblent mûrir, et c'est à ce moment-là que Odi Arlette choisit de se désengager et de rejoindre la société civile? Je pense que les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui ne peuvent pas mettre un véritable citoyen qui voudrait servir la nation dans des conditions de ne voir que des postes. Notre peuple est vraiment en train de souffrir. Il est en train de souffrir lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, je dirais, lorsque le régime actuel il commençait, on a plus martelé le fait qu'il fallait déboulonner l'ancien régime. Mais qu'est-ce que nous avons vécu par la suite? On a vécu qu'il n'est pas question de déboulonner les systèmes de l'ancien régime, mais il est plutôt question de déposséder l'ancien président de la République, soit de ses hommes, Joseph Kabila, soit de ses hommes, soit de ses avoirs, soit de son prestige de président, alors que on aura beau n'est pas le vouloir, Joseph Kabila, il est et il restera le 4e président de la République démocratique du Congo. Donc pour vous, Félix Tshisekedi n'a pas déboulonné le système Kabila? Non, mais pas du tout. La corruption, qui d'ailleurs était son cheval de bataille, nous la vivons à longueur de journée. Allez dans les juridictions, allez dans les tribunaux, vous verrez qu'aujourd'hui, surtout avec le slogan État de droit, les magistrats, ils se permettent de tout. La corruption, elle est faite à ciel ouvert. Vous le voyez même dans les rues de Kinshasa, où les policiers, les agents de la PCR, ils tracassent les usagers de la route. On ne sait même pas les condamner parce que la situation sociale dans notre pays, elle devient intenable. Et tout citoyen congolais, il doit absolument se débrouiller, même par des moyens illégaux, pour obtenir quelque chose à donner à ses enfants, pour manger le soir, pour aller à l'école. Félix Tshisekedi ne rassure pas, selon vous? C'est pour cette raison même que nous lançons. C'est pour cette raison que nous lançons dans ce combat avec espoir que notre voix, qui est essentiellement la voix de ce peuple de qui il a obtenu le suffrage ou le pouvoir, qu'elles soient entendues et que les vrais problèmes de ce pays soient réglés. Nous sommes en train de vivre des circonstances qu'il faut absolument finir les personnes qui ont servi la nation avant lui. Et cette situation, elle ne rassure pas le peuple congolais. C'est un acharnement sur un camp, contre un camp, le camp Kabila. C'est ça? Ça pouvait bien être un acharnement ou pas. Moi, je m'attelle plus sur les conséquences qu'a cet acte. Les conséquences sont que les vrais problèmes des Congolais, ils restent non réglés, non résolus, tandis que les problèmes même qu'on voudrait résoudre tel que l'acharnement, vous le dites, ça crée et ça engendre d'autres problèmes, ça abîme les tissus sociaux. Mais Maître Odia, n'êtes-vous pas trop exigeante aussi? 2 ans au pouvoir, vous Félix Tshisekedi, 24 mois pratiquement, et vous lui demandez tout ça. C'est quand même trop aussi. Oui, il n'est pas un fait de hasard de donner le suffrage à un président de la République. Et on dit qu'en démocratie, le peuple n'a jamais tort. À partir du moment où ce peuple, en grande majorité, vous a donné ses voix, vous demande de présider à sa destinée. Même dès le premier jour, il faut comprendre l'exigence de ce peuple à vouloir vous voir répondre à ces problèmes fondamentaux. Vous allez me dire qu'il faut peut-être que ce peuple attende, mais ces dirigeants, ils sont bénéficiaires des salaires, n'est-ce pas? Ils sont bénéficiaires des avantages liés à leurs fonctions. Ils sont en train de voyager.
ils jouissent d'un certain prestige. Pourquoi eux ne peuvent pas attendre et le peuple seulement doit continuer à attendre? C'est ça le problème. Et le peuple, je pense qu'il est en droit d'exiger ce qui lui revient de droit, et permettez-moi la tautologie. Et l'union sacrée de la nation, c'est comme la solution, la formule magique. Oui, mais au début, il était question d'une vision. Une vision, c'était, je dirais même, un appel à la conscience collective, un éveil de conscience, pour ramener les acteurs politiques surtout à se donner une autre façon de faire les choses, à révolutionner les choses, à voir plus l'intérêt général que l'intérêt particulier. Il est vrai que tout acteur politique, il a sa carte personnelle à jouer, il a la carte de sa formation politique, il a aussi la carte de la nation. Mais Étienne Tshisekedi, dans sa marche pour la démocratie et pour le progrès social, avait compris que les acteurs politiques dans notre pays s'attellaient plus à la carte personnelle qu'à la carte collective de la nation, la carte collective. Et c'est pour cela qu'il avait donné comme slogan à sa marche, le peuple d'abord. Et c'est tout cela à quoi nous appelons les dirigeants. Nous appelons les dirigeants à se souvenir du fait que ce peuple pour lequel ils disent servir a beaucoup d'attentes et voudrait immédiatement des solutions à ce problème. Je reprends le texte de votre mot d'introduction lors de la conférence de presse du lancement du collectif pour le développement et l'unité du Congo. Vous avez dit exactement ceci. La nouvelle vision du président de la République, Félix Tshisekedi, ne répond pas à cette nécessité sociale. L'opinion publique ne sait accorder ni chance ni crédit à telle vision informelle qui, d'une part, ne permet pas aux adhérents et non-adhérents de préalablement la scruter, l'analyser ou même la critiquer. Et d'autre part, elle se construit sur fond de l'apologie, la transhumance, de la garantie de l'impunité, du culte du chef. Et voilà. Que reprochez-vous à cette vision union sacrée du président de la République? Oui, il y a des choses à reprocher à la vision. Au départ, j'ai été de ceux qui ont sensibilisé, vous l'aviez dit. Vous m'aviez reçu sur votre plateau où j'appelais les citoyens congolais, chers compatriotes, hommes et femmes désireux de développer ce pays, d'accepter, d'adhérer sans réserve à la vision de l'union sacrée telle que présentée par le chef de l'État. Mais à partir du moment où elle a commencé à prendre la forme d'une coalition, il y a des fondamentaux de la Constitution et des différentes lois qui entrent en musique qu'il faille respecter. À partir du moment où ces lois ne sont plus respectées et que l'on se rende compte que c'est tout simplement de l'acharnement contre les potentiels partenaires ou adversaires politiques, il commence à se poser un problème. Le problème part du fait qu'on se décide de mettre en place une nouvelle majorité. Mais elle est précédée par la désignation d'un informateur. L'article 78 de la Constitution est clair en disant qu'on s'en va dans l'hypothèse de la désignation d'un informateur à partir du moment où la majorité parlementaire n'existe pas. Mais d'où vient que on oppose au député national, candidat à l'Assemblée, candidat au bureau de l'Assemblée nationale, le rejet de leur candidature par le fait qu'ils n'appartiendraient pas à la majorité parlementaire, alors qu'il y avait déjà un informateur. Il y avait déjà un informateur et qu'après l'intervention de l'informateur, on se retrouve dans l'hypothèse d'une coalition. C'est d'abord ça le fondamental. Okay. Et on évolue avec le fait que il y a un candidat, par exemple, je prends au hasard, le candidat Jean Kimbunda, qui est du PPRD, qui dit pendant sa campagne, ou même sa pré-campagne, qu'il épouse la vision du président de la République, qu'il voudrait servir autrement la nation. Il était candidat président de l'Assemblée. Mais on lui oppose le fait de ne pas appartenir à cette union sacrée par le fait qu'il n'a pas signé un document d'adhésion. Mais qui a décidé du fait qu'on devrait procéder de cette manière? C'est opposer à des partenaires ou alors à des adversaires politiques
une règle du jeu qui n'a pas été discutée avec. Donc l'union sacrée part ou est partie sur de mauvaises bases. Du point de vue légal, il est parti sur des mauvaises bases. Et on devrait absolument nous conformer à la loi. Parce que si on ne se conforme pas à la loi, on peut bien avoir la volonté politique de servir la nation et de donner au peuple ce qu'il mérite, mais on sera buté à cette difficulté. Si aujourd'hui on vient à créer un monde quelque part, en dehors de la planète Terre, pour que les gens y vivent correctement, il faudrait que la loi intervienne. À partir du moment qu'on a voté pour cette loi, on ne peut plus se mettre au-dessus de la loi. Mais si vous le dites aujourd'hui, Odi Arlette Kachama, vous relevez toutes ces violations de textes et dernièrement, nous le savons, depuis la prestation des serments de hauts juges, je crois qu'on reprochait au chef de l'État la même chose. Aujourd'hui, vous voulez dire ou confirmer à l'opinion qu'effectivement Félix Tshisekedi marche sur les textes. C'est une question essentielle. Celle de rappeler quand même que lorsque on est acteur politique, surtout à la trompe du président de la République, et qu'il y a une frange des acteurs politiques qui crient à la violation, surtout de la Constitution, la réponse n'est pas celle de procéder à des forcings. Et si on veut procéder à des forcings, il faut ne serait-ce que se conformer à la formalité de ramener les partis, les forces en présence, à une table des négociations, sachant qu'ils seront minoritaires dans leurs propositions. Vous aurez au moins agi dans une certaine forme de légalité. Mais nous avions plutôt vécu le fait qu'on ne peut pas dire que le président de la République a violé la Constitution. Si c'était le cas, pourquoi la Constitution de la République prévoit même une juridiction compétente pour statuer sur la violation de la Constitution du président de la République? Parce que c'est une possibilité qu'offrent les textes que nous avons et que les partenaires ou encore les adversaires politiques, dès qu'ils décrient la violation de la Constitution, les mieux pour la paix sociale est celui de se mettre à la table pour dire on va trouver un format. Les formats chez les politiques, c'est pas ce qui manque. On trouve un format et on se décide d'aller dans un sens comme dans l'autre. Le second problème est celui de la manière dont même la coalition est en train d'être constituée et même la suite des événements. La coalition, je l'ai dit, nous l'avons dit dans notre mot, dans notre allocution, elle se fonde sur pied de la transhumance. La transhumance qui permet à un député qui peut appartenir au PPRD, par exemple, qu'aujourd'hui on qualifie d'opposition, d'un parti d'opposition, rester au PPRD, mais adhérer à l'union sacrée, alors que cette union sacrée est censée être une coalition au pouvoir. Une sorte de débauchage. Non, mais ce n'est pas seulement un débauchage, c'est quelque chose de très aberrant. Comment on peut être à la fois à l'opposition et au pouvoir? Et quand le régime trouve des mots pour justifier cet état de choses, c'est ça qu'on appelle l'apologie de la transhumance. C'est ça qu'on appelle la garantie de l'impunité. Ça répond justement à la stratégie politique. Nous sommes en politique. Je suis tout à fait d'accord, mais la stratégie politique, elle est encadrée par le texte. Si elle n'est pas encadrée par le texte, on plonge directement dans l'arbitraire et c'est le peuple qui finit par en payer les prix le plus lourd. Au-delà de ce fait, lorsqu'il est question de constituer la coalition au pouvoir, les règles du jeu, elles sont établies. C'est la loi portant statut de l'opposition politique. Cette loi qui dit que c'est le parti politique ou les regroupements qui fait sa déclaration d'appartenance, soit à la majorité, soit à l'opposition. Mais nous vivons ici le fait qu'il y a des partis politiques, notamment ceux du FCC, qui au début de la mandature ont fait leur déclaration d'appartenance à la majorité parlementaire. En cours des mandats, l'informateur s'adresse à eux
pour qu'il fasse une autre déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. En dehors de ce qu'ils ont fait En dehors de ce qu'ils ont fait au début de la mandature, ces députés ou ces regroupements politiques et partis politiques réitèrent leur appartenance à la majorité parlementaire comme il était le cas au début de la mandature. Mais on considère que non, ils ne sont pas de la majorité. Par quel mécanisme? C'est par quel mécanisme? Parce que même pour appartenir à l'opposition, un parti doit faire, c'est ce que disent les textes, le parti doit faire sa déclaration d'appartenance à l'opposition. N'êtes-vous pas en train de faire l'avocat de l'ancien système Kabila, le FCC ou le PPRD? Non, mais pas du tout. Les Kinois disent, est-ce que la somme biotémètre? Non. Ça, ce sont des faux bruits. Dans un État démocratique, il y a toujours deux courants. Et le courant de la mouvance présidentielle et celui de l'opposition. Et dans l'opposition, vous pouvez être soit de la société civile, parce qu'il n'est même pas concevable qu'il y ait de la société civile proche du pouvoir, la société civile qui est supposée défendre l'intérêt du peuple, et très souvent l'intérêt du peuple, il est en déphasage avec la manière de procéder du pouvoir. La société civile, elle est supposée être proche de l'opposition, ou je dirais même dans l'opposition. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne un État véritablement démocratique. Et lorsque on se met à défendre la loi, si cette défense va dans le sens d'une formation politique donnée, il faut forcément pas dire que cette personne est soudoyée ou approchée par... Il faut nous opposer des arguments contraires plutôt que de nous coller des étiquettes. C'est ça la différence que CEDUC veut apporter au débat politique dans notre pays. Mais parce que hier, on vous a vu, vous l'avez d'ailleurs rappelé ici, que vous avez milité justement pour l'Union sacrée avec Félix Tshisekedi, et quelques mois après, ces revirements, cette mutation, on vous retrouve... Non, ce n'est pas une mutation, ce n'est pas non plus un revirement. Je suis plusieurs fois revenu sur le fait que Félix Antoine Tshisekedi a été mon candidat aux élections de 2018. Et jusqu'à présent, je continue à croire que le bonheur est à venir. Je continue à croire. Mais cela ne m'empêche pas de revenir en tant que CEDUC, parce que ce n'est pas mon avis qui compte, c'est l'avis de ma structure qui compte. Et en tant que CEDUC, ça ne m'empêche pas de revenir sur le respect de textes. Les textes, c'est un patrimoine national congolais. C'est notre patrimoine. Nous avons tous la responsabilité, quel que soit le camp auquel nous appartenons, de défendre les textes. Vous avez voté pour Félix Tshisekedi en 2018, aux dernières élections. 2 ans après au pouvoir, Tshisekedi vous a déçu. Ça, c'est ce que peut se dire. D'une part, le peuple l'a dit. Vous savez qu'au début de la mandature, le peuple ne se plaignait pas. Le peuple attendait que la solution, ils exigeaient même à ceux qui étaient impatients d'attendre, de permettre au président de la République de faire son travail. Mais quand aujourd'hui ce peuple-là commence, suivez la télé, je pense que nous vivons tous à Kinshasa, nous savons voir la difficulté sentir. Vous voyez, aujourd'hui les routes à Kinshasa, elles sont impraticables, soit qu'elles sont en état de délabrement très avancé, soit elles sont inondées de véhicules au point que vous ne savez pas vous déplacer. Les embouteillages sont monstres. Les travaux de 100 jours qui ont été comme ça brutalement interrompus, suspendus au préjudice du peuple congolais, et ça n'interpelle personne. Ce n'est pas seulement ce peuple-là qui décrit la misère qui a atteint le niveau de l'inacceptable, mais le chef de l'État lui-même, dans son dernier discours sur l'état de la nation, il est revenu sur le fait que son régime, ou alors sa coalition au pouvoir, n'avait pas apporté les solutions aux problèmes des Congolais. Est-ce que c'est maintenant à moi de dire le contraire? Non, je prête les mots et à la masse, à la foule, au peuple et au président de la République. Et si maintenant ou demain, la charte de l'Union sacrée est finalisée, prête, étoffée, Odi Arlette Kachama, dans le cadre de CEDUC, peut signer et adhérer? Signer comment? Nous allons continuer à soutenir les institutions de la République en tant que républicains. Il est de notre devoir. C'est ce que nous recommande la Constitution de notre pays, qui dit
à l'article 5 de la Constitution que le peuple exerce son pouvoir soit de manière directe, soit de manière indirecte. Et indirecte, c'est par ses gouvernants. Vu que nous sommes pendant un mandat en cours, nous interpellons même, nous invitons le peuple congolais à toujours soutenir les institutions en place. Parce que la vraie sanction, c'est celle-là qui intervient à la fin de mandat. On ne peut pas sanctionner un président de la République, un régime en cours de mandat. Demander au peuple de sanctionner en cours de mandat, c'est l'inciter à l'insurrection ou au coup d'État ou je ne sais quoi. Ça, ce sont des antivaleurs contre lesquelles nous militons également. Il faut que nous continuions à soutenir le gouvernement, les institutions de la République, mais tout en les rappelant au respect des fondamentaux. Parmi les buts pour lesquels vous avez créé votre collectif, c'est que vous avez dit, c'est le point 3, d'activer la lutte contre le conflit des générations. Qui bloque qui finalement? Y a-t-il un conflit des générations? Oui, absolument, il y a un conflit des générations. Je pense que vous l'avez suivi et c'est chaque jour sur les médias, ici à Kinshasa, au pays, un peu partout, où on voudrait que ce soit les jeunes qui prennent la place des vieux. Ces vieux qui ont d'abord de la matière, de l'expérience, de l'expertise à donner, qui n'ont empêché aucun jeune de se mettre, de se donner aussi au travail pour mériter sa place. Comment voulez-vous que l'on dise que le vieux s'en aille et que le vieux parte, le jeune arrive? Non, chacun a sa place. Nous devons travailler chacun pour mériter sa place. Nous devons mouiller le maillot. La République a besoin de tous ses dignes filles et filles pour le servir. Ce n'est pas seulement les conflits de génération, même les conflits liés au genre. Je suis une femme, je suis aussi pour toutes ces associations de défense des droits de la femme qui voudraient que la parité soit effective dans notre pays, au monde, un peu partout. Mais pour cela, nous devons tous travailler. Nous devons tous nous réveiller de notre sommeil, faire quelque chose de remarquable, à impact visible, pour amener ce peuple-là à vous désigner à un endroit ou à un autre. Donc, tous ceux qui combattent, qui militent pour un renouvellement de la classe politique congolaise, c'est un faux débat. Si, c'est un vrai débat, mais qui n'est pas lié à l'âge, qui est plutôt lié à une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire les choses. Il n'est pas concevable, par exemple, pour le président des Ensembles pour la République, le président du MLC, par exemple, alors qu'au début du mandat, vous avez vu la souffrance du peuple congolais. Vous avez assisté à comment ce peuple est en train de souffrir, de crier, de chercher un secours. Ils ont décidé de faire l'opposition dans ce pays. À peine qu'il y avait une opportunité présentée par le régime, une opportunité pour foutre Joseph Kabila et ses troupes en dehors des institutions, les deux partis politiques ou regroupements ont abandonné le combat de servir la nation. C'est ça le renouvellement de la classe politique que l'on voudrait. Il faudrait que l'acteur politique sache qu'il peut servir la nation, qu'il soit dans l'opposition ou comme au pouvoir. Sinon, c'est l'impression donnée au peuple que les acteurs politiques dans notre pays, ils ne font là que défendre leurs intérêts personnels et particuliers. C'est ça, en cela, que devrait reposer le renouvellement de la classe politique. Quand on a un Mbosso Kodia, Pwanga à l'Assemblée nationale, plus de 70 ans, on a un Bahati Lukwebo au Sénat, et puis on a un Sama Lukonde, 44 ans d'âge à la tête du gouvernement. On a équilibré les choses, non? Non. Moi, je ne suis pas de ceux qui voient les choses de cette manière-là. Pour moi, ce n'est pas l'âge qui compte. Pour moi, c'est ce que nous sommes capables de donner à la République. Je pense même que le jeune âge de notre Premier ministre pourrait être un handicap à servir véritablement la nation, pour la simple raison que, à ces hautes fonctions, on a besoin d'avoir géré quelque part et de la bonne manière, à temps plein, je dirais. Il sort de la GECAMINE. De la GECAMINE, où on n'a presque pas senti
le retombé de son action en tant un ancien député, un ancien ministre oui, en tant qu'ancien député, ministre de sport. Nous savions que c'est l'un des ministres qui est les plus connus de tous les gouvernements qui se sont succédés. Mais c'est un ministre des Sports qu'on n'a pas beaucoup, pour lequel on n'a pas beaucoup parlé, en République démocratique du Congo. Alors, lorsque on a à la tête du pays le président de la République qui a plus servi la nation dans son parti que dans les institutions publiques, on a un premier ministre qui a aussi moins servi la nation de manière active et de manière visible. Il n'est même pas question d'âge. Il est question maintenant de se faire entourer d'un gouvernement très compétitif. Sinon, à chaque fois, ils seront victimes des menaces, soit par des députés, des motions à temps, à contre-temps. Il faudrait travailler dans le sens de supplier à tout moment les députés pour ne pas faire passer des motions. C'est ainsi que j'ai dit que c'est le peuple qui en paye les prix les plus lourds. Donc, arrêtons de penser que ce doit être l'âge qui doit justifier les renouvellements de la classe politique, mais c'est le combat politique, c'est une autre façon de faire les choses. Dans quelques jours, dans quelques semaines, en tout cas avant le 15 mars, on aura l'équipe gouvernementale. Vous avez des ambitions ? Non. Dans ces circonstances, on ne peut pas avoir des ambitions. Je pense qu'il faut être un extraterrestre pour prétendre avoir des postes dans un gouvernement où il y a les tissus sociaux qui est complètement abîmé, il y a le peuple qui ne fait plus confiance en ses gouvernants. C'est là que j'ai dit que la vision ne répondait pas à la nécessité sociale. Quelle est la nécessité sociale dont je parle? C'est la confiance. Au début du mandat, une confiance s'était nettement établie entre les gouvernants et le peuple. Mais au fur et à mesure, cette confiance, elle s'est rompue, elle s'est brisée. On devrait plus travailler dans le sens de remettre de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Faute de cela, on doit plutôt servir la nation telle que je le fais dans une structure de la société civile que se mettre encore au gouvernement, devenir ministre et ne pas être dans les conditions et dans les circonstances de réellement servir la nation. Ça ne vous tente pas? Non, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant, on a encore beaucoup de choses à faire. Vous y croyez vous-même? J'y crois. Et je sais bien que le combat que nous sommes en train de mener maintenant, il est difficile, il sera beaucoup plus difficile encore, étant donné que le parti qui nous a donné le chef de l'État, il est très majoritairement représenté à travers le pays et que ceux-ci, pour la plupart, ils ont encore beaucoup confiance en l'action du président de la République, mais il viendra un moment où ils se rendront compte que nous sommes peuple et les autres, ce sont des gouvernants. Et que si les solutions à nos problèmes ne sont pas trouvées, même si on voudrait que ce soit lui des PES qui reste au pouvoir, mais on voudra que ce soit un autre militant du parti, plutôt que c'est lui qu'ils avaient autrefois voté. Et si on vous adressait une invitation venant de l'immeuble intelligent où travaille le Premier ministre Sama, on a besoin de recevoir le fondateur de CEDUC, vous lui direz quoi? La réponse, elle est à l'article 10 de la loi portant statut de l'opposition politique. Cet article dit que pour des questions cruciales de la nation, le gouvernement, les membres du gouvernement, les gouvernants en général, ils peuvent initier toute démarche afin d'entrer en contact, soit avec l'opposition, soit avec toute autre personne pour lesquels la rencontre ou l'entente peut aboutir à quelque chose. Mais ça ne va pas automatiquement aboutir au fait qu'on voudrait prendre une place au sein des institutions de la République. Il est vrai que nous avons besoin, nous aussi, de servir la nation dans les institutions. Mais les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui appellent d'abord à un combat pour le respect des textes, appellent d'abord à un combat pour le respect des principes fondamentaux des démocraties, et nous préférons opter pour ce choix parce que nous estimons qu'il est le plus noble. Pour ou contre la tenue des élections en 2023, déjà un expert nous livre les secrets. Nous connaissons déjà 19 mois de retard dans la préparation, la planification, même des élections pour 2023.
On organise les recensements ou on passe par les élections? C'est ce que j'étais en train de dire, qu'on peut bien avoir la volonté politique d'échanger les choses, mais dès lors qu'on se met devant les murs tels que n'est pas respecté, même pour des matières qu'on pourrait estimer négligeables, la loi, on se retrouve dans des retards comme ça, et c'est le peuple qui souffre. Partout au monde, j'ai dit bien partout au monde, lorsque un président de la République fait son premier mandat et qu'il sait pouvoir bénéficier du second mandat, vous ne retrouverez pas un retard dans l'élection dans l'organisation des élections. Même Joseph Kabila, lorsqu'il finissait son mandat son premier mandat, il a respecté la tenue des élections en 2011. Comment allons-nous expliquer à ce peuple qu'en 2023, l'UDPS qui s'est dit être capable de gagner les élections aux prochaines élections, à la prochaine tenue de ces élections, qu'elle ne nous amène pas aux élections? C'est sérieux, c'est inexplicable. Les évêques n'ont pas parlé en vain. Même si nous sommes en retard, c'est possible que nous le soyons, le gouvernement doit remuer ciel et terre pour que les élections se tiennent en 2023. Sinon, ce sera beaucoup plus catastrophique et pour eux-mêmes et pour le peuple qui sont censés servir. Alors, nous terminons. Vous avez dit, votre modèle, c'est fait Etienne Tshisekedi ou Mulumba, les sphinx de l'Imété. Qui est-il pour vous, en quelques mots? C'est la figure emblématique de la défense des valeurs républicaines. Pour moi, c'est le père de la démocratie. Il l'est, il le sera. Il a donné sa vie pour la défense des lois de la République. J'ai toujours dit que si Etienne Tshisekedi était président de la République dans ce pays, il aurait veillé à ce que, à la justice, qu'il n'y ait qu'un ministre délégué et qu'il soit lui-même à la fois président de la République et qu'il accomplisse les missions du ministre de la Justice. Comme ça avait été le cas avec feu maréchal Mobutu, qui tout en étant président de la République, vu qu'il avait une vision claire pour l'armée de la République, il ne nommait pas un ministre à la défense nationale. Il voudrait que lui-même s'y rassure du fait que les choses se passent comme il se doit. C'est la même chose avec Matata Ponyo, le Premier ministre. Sa spécialité, c'était l'économie. C'est pour cette raison qu'il ne nommait pas un ministre des Finances. Il nommait toujours un ministre délégué aux Finances pour qu'il se rassure que les choses se passent correctement. Mais aujourd'hui que Etienne Tshisekedi n'est pas là, il y a ceux qui sont bien disposés à servir la nation dans les sens d'un ministre de la Justice qui soit à la hauteur. La corruption, elle doit être bannie de notre... Est-ce que le fils Tshisekedi, politique et biologique, Tshisekedi qui est au pouvoir maintenant, incarne-t-il convenablement l'esprit du Sphinx? Par rapport à son souci pour les développements du pays, je dirais oui. Par rapport à son souci pour voir le peuple congolais jouir des potentiels, des richesses dont regorge la nation congolaise, de la bénédiction que nous a donnée de la part des dieux, oui. Mais par rapport au respect des textes, c'est là qu'il se pose un problème. Et on veut réellement savoir le problème se situe à quel niveau. Et je suis convaincu que tout est parti du fait qu'on a voulu en finir avec la personne, pas le régime du président Joseph Kabila. Parce que s'il devrait s'agir de sa personne, s'il devrait s'agir de son régime, le président de la République actuelle n'aurait pas travaillé, par exemple, avec le conseiller spécial François Béat, qui a été l'un des grands du régime Kabila. Il n'aurait pas travaillé avec l'actuel président du Sénat, Batilou Kwebo, qui a été l'un des grands du régime Kabila. De la même manière, le Mbosso et tous les autres. Et on s'est trompé de combat parce qu'on l'a mené contre un individu. On a complètement oublié que le président du parti, UDPS, Etienne Tshisekedi Mulumba, demandait de toujours mener le combat contre les systèmes et non contre les individus. À partir du moment où on a pris le fauteuil présidentiel, il n'est plus question, c'est déjà vaincre ce combat contre les déboulonnements. Et on peut, en arrivant au fauteuil présidentiel, instaurer un autre système. Je voudrais marteler un peu sur le social du Congolais.
qui a eu du mal à se... Je suis en train pratiquement de conclure. Oui. Le procès de 100 jours a eu à faire décaisser à la République 400 millions de dollars. Mais entre-temps, on voudrait mener des procès, engager des procès contre tous ceux qui ont détourné, contre les personnes qui auraient donné la mort, toutes ces personnes qui ont connu la mort sous les régimes des Kabila. J'ai dit qu'il est un devoir pour la République de réparer tous les préjudices causés par ces gens et qui sont de sa responsabilité. Et si, par exemple, des 400 millions, on aurait alloué 10%, 20 ou 30 à réparer les préjudices causés par les bavures policières, par les régimes précédents. Il ne faut pas seulement parler du régime Kabila. Il y a aussi le régime Mobutu. Il y a des familles qui, depuis toutes ces années, ont perdu leurs membres, ont perdu, les personnes qui ont perdu leur validité pour avoir mené un combat en faveur de la République. Ces gens-là, ils ont besoin d'une indemnisation. Et cette indemnisation ne passe pas forcément par les décisions de justice. Elles peuvent aussi passer par des orientations politiques. Ces familles-là des Rossi, ces familles de Thérèse Kapangala et de toutes ces autres familles, ils ont aujourd'hui besoin d'être indemnisés par des mécanismes politiques. Je dirais tout simplement que ces gens-là qui aujourd'hui sont au paradis... Indemnisés, oui, mais Caleb Moutonde répond quand même le mardi. C'est ça le problème. Caleb, il a... L'ancien patron de l'ANER. L'ancien patron de l'ANER. Il doit quand même répondre, non? Aucun individu ne peut rester impuni lorsqu'il a eu à commettre réellement des manquements à la loi pénale. Mais cette même loi pénale-là, on dit d'elle qu'elle est favorable aux délinquants. Ça veut dire qu'elle met en place plusieurs mécanismes avant d'arriver à la condamnation du bourreau ou de la personne accusée. Et dans les cas d'espèce, il y a une réalité qui est que Caleb Moutonde, il a agi en tant que chef du renseignement de la République. Est-ce que c'est lui qui doit répondre des faits commis sous son... Ou c'est la République? Ou c'est la République? C'est ça des questions essentielles et des questions fondamentales. Oui, on ne doit pas continuer à abîmer davantage les tissus sociaux parce que ça ne va pas résoudre le problème fondamental de notre peuple. Odi Arlette Kachama, vous êtes juriste, je le rappelle, mais aussi présidente de CEDUC, collectif pour le développement. Voilà, pour le développement et l'unité du Congo. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je ne vous ai pas posé de questions sur le mois de la femme, mais justement parce que vous êtes l'invité des Canal Presse. Lundi, vous serez là sur le plateau spécial pour parler mois de la femme. Encore une fois, merci. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur Canal King Télévision.